Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre capsule des aidants naturels pour l'émission Votre service. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie du président des aidants naturels, M. Bertrand Fortier. Bonjour M. Fortier, ça va bien? Oui, bonjour Martine, ça va très bien. Et on va parler de ce mois-ci, comment apprendre à demander de l'aide. Exactement. Alors, on va voir à travers la petite capsule, parce que vous allez voir, cette petite capsule-ci, elle est très courte. Comment apprendre, justement, comme aidant naturel, à aller chercher de l'aide? Ça ne doit pas être évident de le demander, je crois. Je pense que M. Fortier va pouvoir développer ça. Allons voir la capsule. Notre société a régularisé toute une série de normes pour offrir des appuis à la population tant en santé qu'en services sociaux. Pour que le système fonctionne adéquatement, il faut que les aidants et les aidés apprennent à utiliser les services en connaissant d'abord les normes qui les régissent. Demander de l'aide est perçu par plusieurs aidants comme une forme de faiblesse, comme une démission. En vérité, il n'en est rien. C'est plutôt un signe de contrôle sur la situation. C'est une manière de signifier ses limites et de s'adresser aux personnes compétentes pour offrir les meilleurs soins possibles à la personne aidée. Je faisais partie de deux regroupements, le regroupement des aidants naturels avec les rencontres d'entraide où on avait des échanges. Et je faisais aussi partie, j'assistais aux rencontres mensuelles à l'Assomption au sujet de la maladie d'Alzheimer uniquement. Ce dernier regroupement-là a été vraiment particulier pour mon cheminement avec ma mère parce qu'à cet endroit-là, c'est tous des gens qui vivent la même chose, mais à des degrés différents. Donc, c'est toutes des personnes qui accompagnent des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, une belle-mère, peu importe. Mais c'est un partage d'expériences. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que ça nous aide, je dirais pas... c'est pas un endroit où je me dis « Oh non, ma mère va être comme ça plus tard », parce que je pense que chaque cas est différent. Mais c'est un endroit où j'allais puiser des nouvelles façons de faire qui avaient marché avec des gens. Puis je me disais, ben moi, je vais essayer ces nouvelles avenues-là avec ma mère. Donc, c'était un regroupement qui m'a énormément aidée. Un regroupement, j'avais hâte d'aller à ces rencontres-là parce que malgré le fait que ça soit quand même pas drôle, là, Alzheimer, c'était un groupe où on avait du plaisir à se partager les choses. Oui, il y avait des larmes des fois, c'est sûr. Mais on sortait de là, moi je sortais de là beaucoup plus enrichie que me rabattre rendu chez moi puis me dire « Ah, c'est pas drôle, ma mère s'en va vers ça présentement. » Donc c'était vraiment très, très enrichissant. J'ai eu un peu d'aide de ma famille parce qu'il fallait demander, puis c'était pas n'importe qui. Hein. Fallait qu'elle connaisse parce qu'elle est épileptique. Surtout de ce temps-ci, elle tombe partout sans connaissance. Elle fait toutes les absences, toutes les crises. Fait que là, j'ai ma belle-sœur puis mon frère qui s'en occupent beaucoup. Quand je suis mal prise, c'est eux autres qui apprennent. Mais le CLSC, on a des subventions de soutien à la famille. Là, on a de l'aide, bien, j'en donne un peu à ma belle-sœur pour la récompenser parce qu'elle apprend, elle n'a pas d'heure pour l'apprendre, elle apprend n'importe quand. Puis après ça, j'ai connu la RANCA par Diane Bellil. Si j'avais pas eu ça, je ne sais pas si j'y aurais été. Parce que pour moi, les aidants naturels, c'est des personnes âgées. Puis pourtant, on est placé pour des aidants naturels aussi, parce que ça fait longtemps. Ça fait 35 ans là, que je m'en occupe. Oui. Mais c'est de trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance, tu sais, qui n'a pas peur. Ma belle-sœur, elle peut la garder une journée de temps, elle peut la garder à coucher, il n'y a pas de problème. Puis il y a le CLSC, par la puce. J'ai rencontré une éducatrice qui aime beaucoup Nancy. Là, elle me donne 18 heures par 15 jours, payées par la puce. Alors, il ne faut pas se tanner de demander, hein. Au début, j'avais de la misère, mais là, on demande. Des fois, on a l'impression de toujours quêter ou de se lamenter. Mais c'est pas vrai. On ne se lamente pas, on demande. Parce que moi, j'ai vu toujours avoir un résultat, tout le temps. Donc, on vient de voir c'est quoi de demander de l'aide. Quels sont les principaux obstacles? Parce qu'avec le système institutionnel que l'on a, on va retrouver des obstacles qu'on rencontre pour la personne qui est aidante. Quels sont les obstacles qu'on peut retrouver?
Avant de te parler un petit peu des obstacles qu'on retrouve, j'aimerais ça me mettre en situation un peu Qu'est-ce que vous vivez? comment vit, puis la situation de l'aidant naturel aussi, qui est souvent confronté à de l'isolement, à de l'épuisement, de l'appauvrissement aussi. Alors, c'est souvent le lot des aidants naturels, ça. Et donc, puis on devient dans cette situation-là, non pas par choix, mais souvent on est mis devant cette situation-là. On a bien sûr le choix d'accepter, de faire, d'aider une personne, mais souvent ça nous tombe dessus comme une tonne de briques parce que c'est soudain, la maladie et tout ça. Donc, les personnes aidantes, souvent, vont se retrouver, en plus de vaquer à leur situation, à leurs occupations journalières, vont se retrouver à faire des travaux qui sont dévolus normalement, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires, à l'infirmière, dans le domaine de la santé, des services sociaux. Donc, les aidants sont confrontés à ce genre de situation-là. Alors, souvent, ces personnes-là se retrouvent seules, ou en tout cas se sentent seules face à ces occupations-là de tous les jours. Et ils ont peur un peu de déranger leur entourage, de demander. Ils sont gênés de le faire pour toutes sortes de raisons. Alors, parce que souvent, quand ils demandent, les personnes en tiennent pas vraiment compte. Parce que c'est mal connu encore, quoique c'est de plus en plus connu, les besoins des aidants naturels. Alors, je pense que c'est important, premièrement, de demander de l'aide avant d'en arriver à des situations d'épuisement. Ça, c'est la première chose, parce que quand on est rendu en situation d'épuisement, souvent, il est trop tard pour intervenir. Alors, demander de l'aide, c'est une prévention à l'épuisement. Donc, il faut en tenir compte. Et j'écoutais votre émission du mois passé qui parlait du lâcher-prise. Ça fait partie de ça aussi. Je pense que le premier lâcher-prise qu'un aidant a à faire, c'est d'en arriver à demander de l'aide, d'accepter de l'aide, de demander de l'aide. Alors, pour ce qui est des institutions, les institutions, normalement, sont très d'avant-garde et ils sont d'accord, ils sont là pour amener de l'aide aux aidants naturels. Il y a un obstacle souvent, c'est que on va avoir de la difficulté à s'adresser à la bonne porte pour demander des services. Parce que pour demander des services comme aidant et comme aidé, il faut frapper à la bonne porte. Et souvent, si c'est au CLSC, par exemple, on va nous rediriger normalement vers une aidante, pas une aidante, mais une personne ressource qui va nous diriger vers les bons services. Il y a une deuxième chose aussi, il faut comprendre que l'aide qui nous est accordée, elle est accordée premièrement par des subventions du gouvernement, des enveloppes qui sont données, par exemple, dans la région de la Naudière à l'agence des services sociaux, santé et services sociaux. Et cette agence-là a pour travail de distribuer des sommes d'argent aux différents organismes gouvernementaux ou des organismes communautaires comme le nôtre, au réseau des aidants naturels. Ils ont comme travail de faire ça. Alors, si les aidants n'apprennent pas à demander, c'est les organismes, premièrement, avec qui ils font affaire, ne sont pas au courant de leurs besoins. Et si on veut que, justement, l'Agence des services sociaux en haut sache qu'on existe, puis nous dirige des budgets pour nous aider, bien, il faut apprendre à demander de l'aide aussi. Ça, c'est la première chose. Parce que les institutions, un coup qu'on y est, le CLSC, par expérience, pour mon aidé et pour moi, il y a toujours eu des réponses positives à nos demandes. Mais la première chose, il faut faire la demande, il faut faire la démarche de demander. Ça, c'est la première chose. Si on ne fait pas de démarche, on oublie le reste.
Et sûrement que quand que vous demandez de l'aide, vous avez des barrières personnelles que vous avez ou que vous vous mettez. Quels sont les genres de barrières personnelles lorsque vous souhaitez demander de l'aide? Bien, on a toutes sortes de barrières parce qu'on a peur. On a peur on a peur de penser que les autres vont nous prendre pour des profiteurs, entre autres. Les intervenants, les travailleurs sociaux, ergo, sont normalement à l'écoute. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. On est très bien écouté. On a peur d'être jugé, on a peur d'être inadéquat quelque part, démuni, incompétent. Les aidants, en général, ont de la difficulté à se décider à demander de l'aide. Mais, bon, il y en a certains qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a qui ont carrément peur que de demander de l'aide, par exemple, ça va impliquer de remplir des formulaires. Et ça, il y a des gens qui sont tellement pas à l'aise avec le fait de remplir des formulaires qui vont retarder de demander de l'aide parce qu'ils ne veulent pas être pris à remplir des formulaires pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas la capacité de le faire ou ils n'aiment pas le faire carrément. Alors, on a peur aussi de déranger nos proches, notre famille, nos amis avec nos problèmes. Et pourtant, les problèmes qu'on a, ce n'est pas uniquement nos problèmes, parce que souvent, c'est des problèmes familiaux. On est là à prendre soin d'une personne de la famille, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, notre père, notre mère. Donc, ce n'est pas uniquement notre responsabilité. Mais malheureusement, on s'engage souvent dans cette aide à un aidé et on finit par croire que c'est notre seule et unique responsabilité. Et on n'a plus le réflexe d'aller demander, par exemple, à nos frères, à nos sœurs, de l'aide, du temps, de nous accorder du temps avec l'aidé pour qu'on puisse nous prendre du répit quelque part. On a peur de demander à notre famille de donner des sous pour engager une personne, par exemple, une accompagnatrice pour notre aidé. Ça, souvent, on a peur de ça. On a peur de téléphoner aux associations puis aux services compétents. Puis on a peur, à ce moment-là, de passer pour faible, pour incompétent. Donc, toutes sortes de peurs qu'on a. Et j'aimerais aussi dire pourquoi on doit en arriver, puis quand on doit en arriver à demander de l'aide aussi. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Souvent, on va aller au-delà de nos limites avant d'avoir le réflexe de demander de l'aide parce qu'on ne se rend pas compte de nos limites. On est là quand on commence avec notre aidé. Normalement, on est en forme, on commence. Mais jour après jour, d'être sollicité constamment, notre résistance, quelque part, finit par être moins grande et on s'épuise. Alors, je pense que quand les gens vivent des moments difficiles, quand les gens ont de la difficulté à faire face aux événements tous les jours, quand ils ont la sensation aussi d'assumer seuls la charge de quelqu'un, quand ils ont l'impression que les journées sont trop courtes, par exemple, pour tout le travail qu'il y a à faire, que ce soit du travail ménager, que ce soit toutes sortes de travaux à la maison, quand ils n'ont plus le temps de se reposer. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent nous allumer des lumières pour dire il serait temps de demander de l'aide. Oui. On va faire une courte pause, puis après ça, on va revenir avec Mme Saint-Georges puis M. Fortier. On va parler justement, à qui s'adresser quand on a besoin d'aide, à qui il faut demander. Donc, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite après. Quotidien.
Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Donc, nous sommes de retour et on vient de parler de demander de l'aide, mais quand on a besoin d'aide, à qui il faut s'adresser tout d'abord pour avoir l'aide? Je pense que faut aller, comme M. Fortier le disait, il ne faut pas avoir peur de solliciter les membres de la famille. C'est sûr que chaque famille a son profil, a sa dynamique. C'est sûr que si dans la famille, déjà, il y a des petits accrochages, ça va être plus difficile. Mais si la famille, ça vaut la peine quand même de faire la démarche. Au moins, vous aurez la satisfaction au moins de vous avoir affirmé. Hein, on a parlé de l'affirmation, d'avoir nommé vos limites. Je me sens, épuisée. Puis pour ne pas avoir peur du jugement de l'autre, parce que c'est votre situation, puis vous la connaissez bien. Vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose. C'est vrai ce que vous vivez. Alors, il faut, je pense, commencer par ce petit bout-là, ce petit réseau-là. Puis, à ce moment-là, continuer. Hein? C'est comme des cercles qui seraient comme, il y a l'aidé, l'aidant. Puis après ça, on agrandit, puis il y a un deuxième cercle, hein, des cercles concentriques. Alors, puis là, on a le réseau familial, les amis, les collègues de travail. Puis après ça, on va élargir à nouveau les associations, les organismes. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Le CLSC, quel répit je peux avoir avec elle? Est-ce que je peux penser à la popote roulante 2-3 fois par semaine? Alors, parce que moi, faire la cuisine, je ne suis pas habile, puis j'aime pas ça, mais avoir, 2-3 repas là, préparés avec une bonne soupe puis un petit dessert, ça comble justement, puis ça me permet d'avoir un petit peu d'espace. Il y a des places où on peut aller chercher de l'aide. Et puis si à la limite, après ça, vous pouvez déborder. Alors, il pourrait y avoir d'autres, on ne sait pas, il pourrait y avoir d'autres éléments qui pourraient venir vous apporter du soutien. À la limite, c'est sûr que ça va être l'hébergement. Hein? On est rendu à l'hébergement. Parce que quand la personne physiquement demande beaucoup, quand l'aidé demande beaucoup, puis qu'on s'est engagé souvent, on s'engage, les aidants naturels s'engagent, c'est comme à la vie, à la mort, c'est un peu comme un contrat de mariage, cette histoire-là. Mais en fait, il faut voir ça, non pas comme étant un échec à son engagement, mais comme étant une réussite. Parce que si la personne que vous avez accompagnée pendant 3, 4, 5 ans, elle a pu avoir l'environnement que vous aviez à lui offrir, bien, tant mieux. Mais à un moment donné, il faut savoir justement faire le point, puis dire, bien, à cette étape-ci, la demande est trop exigeante pour moi. Et puis là, le dernier passage, hein, on va le voir un peu plus tard dans nos capsules, ça sera justement le service d'hébergement. Et là, ça demande un nouveau processus. Et ça va demander des petits deuils. Il va y avoir des deuils. Hein, on va sentir on peut se sentir coupable et on peut sentir plein de sentiments. Mais ça fait partie du processus. Il faut savoir que ça va arriver. Puis qu'il peut y avoir du soutien et de l'accompagnement et de l'aide aussi pour ce passage-là. Et ultimement, bien, ça sera le décès de l'aider. Moi, je pourrais revenir sur mon expérience personnelle. Premièrement, qu'est-ce qui m'a amené à aider et à connaître le réseau des aidants naturels, premièrement, c'est parce que c'est ça qui m'a amené vers les demandes d'aide au CLSC. Donc, j'avais vu dans le journal une annonce de formation au CLSC et j'étais allé à ces formations-là. Et à partir de ça, tout s'est enclenché parce que j'ai connu des personnes du réseau des aidants naturels et ça m'a aidé. Et j'ai connu aussi l'intervenante pivot au CLSC. Et à partir de ça, on a eu à déterminer, elle est venue à la maison déterminer les besoins de l'aider. Et il faut comprendre aussi que dans les besoins de l'aider, c'est l'aidé qui demande de l'aide à ce moment-là. Mais l'aidant a un grand rôle à jouer là-dedans aussi, même auprès des services qu'on demande. Par exemple, quand on parle d'adaptation de la maison, d'adaptation de la chambre de bain,
une personne qui est malade et qui est vulnérable, j'ai de la difficulté à penser qu'elle va être capable seule de réaliser ce genre de projet-là et de mener à bien. Ça demande de l'aide. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, bien sûr, mais ça demande du suivi, beaucoup de suivi pour faire des travaux de ce genre. Alors, l'aidant, dans ce cas-là, est très précieux pour voir à tout ça, que ça se concrétise aussi pour son aider. Ça peut être la rampe extérieure, par exemple, l'adaptation du véhicule. Tout ça, on a affaire à des demandes pour ça. On a affaire à des demandes et il ne faut pas se gêner. C'est certain qu'on est toujours à penser, oui, il y a peut-être des gens qui sont encore dans une nécessité bien plus grande que la nôtre, mais un jour, il faut se dire aussi que si on ne veut pas aller à l'épuisement, puis si on veut que notre aidé reste autonome au maximum, le plus longtemps possible, ça prend des services et il faut les demander, ces services-là. Alors, c'est une chose. Et quand on parle de l'aidant, aussi, on a des demandes à faire comme aidant pour avoir de l'aide. Ça se trouve au niveau du service ménager, par exemple. Après 2-3 ans que tu cours à faire un peu tout dans la maison, puis à l'extérieur de la maison, puis encore, si tu fais ça, tu n'as plus le temps de t'impliquer socialement, ça c'est clair, parce que tu es absorbé par ça tout le jour. Donc, tu as à faire une demande pour des services ménagers. Donc, il faut faire une demande au CLSC pour ça. Il faut apprendre à faire les demandes à ce niveau-là. Plus loin, avec le réseau des aidants, avec France, à un moment donné, France m'a dit, je pense que pour faire le travail que tu fais ici au réseau des aidants, tu as besoin d'accompagnement aussi. Parce que si je veux passer des demi-journées au CA, par exemple, du réseau des aidants naturels, ça prend quelqu'un qui est à la maison avec ma conjointe, qui en a besoin. Donc, il faut faire une demande. Il faut demander de l'aide d'une accompagnatrice, d'un accompagnateur pour notre aide. Pour être à la maison le temps pour être à la maison. Ça, c'est important. C'est ce qui est là cet après-midi. Je suis avec vous parce qu'il y a une personne qui est là avec... Donc, ça, il faut le demander. Puis, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe de se garder un temps pour s'impliquer socialement, puis pour nos loisirs, pour notre plaisir aussi. C'est important de le faire, de demander du temps. De savoir, par exemple, une fois par semaine, un loisir, d'aller jouer aux quilles, d'aller au cinéma, de changer les idées, de ne pas toujours être à la maison avec notre aidé. Donc, il faut apprendre à demander ces services-là et pas être gêné de le faire. On a vu dans la dernière capsule là, de lâcher prise, justement, d'apprendre à faire confiance. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de faire confiance, comme justement à la personne qui est là présentement, parce que ça ne veut pas dire que c'est un membre de votre famille? Non, effectivement. Non, ça n'a pas été difficile, pour une part, parce que pour une partie de l'accompagnement, c'est une amie de ma compagne, qui n'est pas très loin de chez nous, qui est très disponible, qui est loin d'être payée pour toutes les heures qu'elle nous accorde. Mais quand même, elle a une petite compensation, 3 heures par semaine pour accompagner Céline. Et pour les heures que le CLSC nous a accordées, pour me permettre, moi, de venir vaquer à mes occupations au réseau, c'est une personne qui vient du CLSC. Puis souvent, c'est pas la même. On a tendance à penser que, vu qu'on change de personnes à chaque fois, mais c'est des personnes qui sont habilitées à faire ce travail-là et qui le font bien aussi. Il faut dire aussi que je pense que ma compagne est très sociable et aime voir du monde. Alors, ça aide probablement, mais ils sont très adéquats, les personnes qui viennent à la maison pour faire ça. Il nous reste que quelques minutes sûrement, comme aussi dans l'autre capsule, on avait parlé des limites. Est-ce que c'est arrivé, dans votre cas, est-ce que c'est arrivé que vous avez dit, bon, ben là, non, là, ma limite est atteinte, je suis plus capable. Comment vous avez réussi à dire non à certaines choses que... Bien, c'est-à-dire qu'assez tôt, après 2 ou 3 ans là, où j'ai ramé tout seul, je me suis aperçu, puis j'ai su, je m'informais aussi qu'il existait de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide et
je pense que, en tout cas, pour l'instant, ça va assez bien. Je réussis à faire ce que j'ai à faire, puis à me sentir quand même assez en forme pour le faire. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Je pense que quelqu'un qui n'a pas le réflexe de le faire, ça, puis qui va jusqu'à l'épuisement avant de demander de l'aide, ça, c'est un problème. Dans ce cas-là, on ne devient pas juste aidant, là, on devient avec 2 aidés qui ont besoin d'un autre aidant. Effectivement. On est là avec 2 personnes malades à la maison. En terminant, le temps s'écoule assez rapidement. De qui vous auriez aimé le plus recevoir de l'aide? Est-ce que ça aurait été de vos amis, la famille? Bien, comme l'expliquait France tout à l'heure, la réalité familiale est différente pour tout le monde et souvent, l'aidant, c'est celui qui est le plus près, géographiquement, par exemple. Moi, mes frères, mes sœurs sont éloignés. C'est certain que je ne peux pas demander qu'ils viennent. Ils le font quand ça donne, bien sûr. Mes enfants aussi sont éloignés. Donc, il faut que j'apprenne à demander de l'aide d'autres sources que la famille. Ça n'empêche pas qu'ils sont là puis ils en offrent occasionnellement, mais ils ont peu de possibilités de le faire. Ils ont leur business aussi de chaque côté, dans leur propre cours. Alors, moi, ça a peu d'importance d'où vient l'aide. Je pense qu'il faut apprendre à la demander quand on en a besoin et accepter les personnes qui viennent nous aider aussi. Surtout leur faire confiance, je pense. Qui sont compétentes, oui, en général. Donc, en terminant, parce qu'on fait plusieurs fois qu'on parle du réseau, j'aimerais ça, Mme Saint-Georges, qu'on rappelle le numéro, que s'il y a un aidant qui nous écoute puis que justement, il a trop peur de demander de l'aide, au pire, qu'il peut venir vous voir au réseau des aidants naturels, j'aimerais ça qu'on rappelle le numéro de téléphone pour vous rejoindre puis en terminant. Oui, tout à fait. Alors, le numéro de téléphone pour rejoindre le réseau, c'est le 450-836-0711. Et vous savez que, justement, les gens qui ont besoin, qu'ils soient membres ou non membres, on offre de petites interventions individuelles, justement, que les gens peuvent venir jaser avec nous et puis voir dans quelle mesure on peut les accompagner, les soutenir à faire leur demande d'aide. Alors, parfois, d'avoir un soutien, un accompagnement, être guidé, ça rassure et puis ça nous permet de faire le petit pas qui va enclencher la démarche. Puis un coup que la démarche est faite, c'est comme la roue est partie, puis là, on apprivoise ça un jour à la fois, puis on voit que l'expérience est positive, puis au fur et à mesure, on évolue dans ça. Et puis, avec les liens de proximité, alors, ça va amener encore davantage de facilité aux gens à aller chercher de l'aide. Donc, c'est ce qui conclut l'émission. Le mois prochain, on va parler de... Malheureusement, je n'ai pas le thème de la capsule. Peut-être que toi, Martine... Oui, c'est comment la famille et les amis supportent-ils les aidants naturels? Voilà. Alors, on est dans la continuité. Oui. Donc, M. Fortier, merci de vous être déplacé, de nous parler de votre expérience en tant qu'aidant. Bienvenue, ça a été un plaisir. On se retrouve le mois prochain. Oui, merci. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et si vous avez besoin d'aide, attendez pas de devenir un aidé. Appelez et demandez l'aide que vous avez besoin. Bonne semaine à tous. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB.